sur la richesse tenue sous notre contrôle et sur la science promue par nos savants, le seul fait que les représentants de la nation peuvent être déposés les livra à notre pouvoir et mit pratiquement leur choix entre nos mains. Nous tenons à passer pour les libérateurs du travail venus pour le livrer de cette oppression en lui suggérant d'entrer dans les rangs de nos armées de socialistes, d'anarchistes et de communistes. Nous gouvernerons les masses en tirant parti des sentiments de jalousie et de haine allumés par l'oppression et le besoin, et au moyen de ces sentiments, nous nous débarrasserons de ceux qui entravent notre marche. La populace, dans son ignorance, croit aveuglément tout ce qui est imprimé et les fallacieuses illusions dûment inspirées par nous, et elle est hostile à toutes les classes qu'elle croit au-dessus d'elle, car elle ne comprend pas l'importance de chaque caste. Cette masse seront alors heureuses de se précipiter sur eux, que, dans leur ignorance, elles ont jalousé dès l'enfance. Elles répondront leur sang et pourront ensuite s'emparer de leurs biens. On ne nous fera pas de mal parce que le moment de l'attaque nous sera connu et que nous prendrons des mesures pour protéger nos intérêts. Le mot liberté met la société en conflit avec toutes les puissances, même avec celle de la nature et avec celle de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous arriverons au pouvoir, il faudra effacer le mot liberté du dictionnaire humain comme étant le symbole du pouvoir bestial qui transforme les hommes en animaux sanguinaires. La liberté pourrait être inoffensive et exister dans les gouvernements et les pays sans être préjudiciable à la prospérité du peuple, si elle reposait sur la religion et sur la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous devons arracher de l'esprit des masses jusqu'à la conception même de Dieu et la remplacer par des calculs arithmétiques et des besoins matériels. Nous avons mis en désaccord les uns avec les autres tous les intérêts personnels et nationaux des peuples pendant près de 20 siècles, en y mêlant des préjugés de religion et de tribus. De tout cela, il résulte que par un seul gouvernement ne trouvera d'appui chez ses voisins, lorsqu'il fera contre nous appel à leur aide, parce que chacun d'eux pensera qu'une action intentée contre nous pourrait être désastreuse pour son existence individuelle. Nous sommes trop puissants, le monde doit compter avec nous, les gouvernements ne peuvent même pas faire un trait de peu d'importance sans que nous soyons secrètement impliqués. Pour s'assurer l'opinion publique, il faut tout d'abord l'embrouiller complètement en lui faisant entendre de tous côtés et de toute manière des opinions contradictoires jusqu'à ce que les masses soient perdues dans leur labyrinthe. Ils comprendront alors que le meilleur parti à prendre est de n'avoir aucune opinion en matière politique, matière qui n'a pas été comprise du public, mais qui doit être exclusivement réservée à ceux qui dirigent les affaires. Ceci est le premier secret. Le second secret, nécessaire au succès de notre gouvernement, consiste à multiplier à un tel degré les fautes, les habitudes, les passions et les lois conventionnelles du pays que personne ne soit plus capable de penser clairement dans ce chaos. Les hommes cesseront ainsi de se comprendre les uns des autres, comme en ce moment en France. Par tous ces moyens, nous opprimerons tant les populations qu'elles seront contraintes de nous demander de les gouverner internationalement. Dès que nous aurons atteint une telle position, nous pourrons aussi absorber toutes les puissances gouvernementales du monde entier et former un super gouvernement universel. Nous remplacerons les gouvernements existants par un monstre que nous appellerons l'administration du super gouvernement. Ses mains s'étendront en loin comme de longues tenailles et il y aura à sa disposition une organisation telle qu'il ne pourra manquer de soumettre toutes les nations. Que les protocoles révèlent la source commune d'inspiration du sionisme et du communisme est montré par les parallèles significatifs qui peuvent être tracés entre les deux méthodes principales qui sont stipulées et les méthodes principales suivies par le docteur Herzl et Karl Marx. Les protocoles mettent à plusieurs reprises l'accent sur l'exhortation de la foule contre la classe dirigeante comme le moyen le plus efficace de détruire les États et les nations et de réaliser la domination mondiale. Le docteur Herzl, comme il a été montré dans le chapitre précédent, utilisa précisément cette méthode pour gagner l'écoute des dirigeants européens. Ensuite, Karl Marx, les protocoles disent, ouvrez les guillemets, l'aristocratie des masses comme puissance politique n'est plus, même comme propriétaires fonciers, les aristocrates sont encore dangereux pour nous parce que leur indépendance est assurée par leurs ressources. Il nous est donc indispensable de dépouiller à tout prix l'aristocratie de ses terres.
Il faut qu'en même temps, nous protégions le plus possible le commerce et l'industrie. Il est essentiel que l'industrie draine toutes les richesses de la terre et que la spéculation verse entre nos mains ces mêmes richesses ainsi captées. Karl Marx suivit exactement cette formule dans son manifeste communiste. Il est vrai qu'il déclara que le communiste pourrait se résumer en une phrase, l'abolition de la propriété privée. Mais par la suite, il nuança ce dicton en limitant la réelle confiscation à la terre en impliquant que d'autres types de propriété privée devraient rester intacts. Dans l'événement marxiste postérieur, bien sûr, toute propriété privée fut confisquée. Mais je parle ici du strict parallèle entre la stratégie fixée avant l'événement à la fois par les protocoles et par Marx. Un passage d'intérêt particulier pour aujourd'hui, bien qu'il fût écrit avant 1905, dit, ouvrez les guillemets, actuellement, si quelques gouvernements se rendent répréhensibles à notre égard, ce n'est que pure formalité. Et tout se passe avec notre connaissance et notre plein consentement, car nous avons besoin de leur débordement antisémite pour maintenir dans l'ordre nos frères inférieurs. Une caractéristique différente de notre ère est la manière dont l'accusation d'antisémitisme est continuellement transférée d'un pays à un autre, le pays ainsi accusé devenant automatiquement l'ennemi spécifié dans la guerre suivante. Ce passage pourrait susciter chez la personne prudente un regard sceptique sur le rapport périodique actuel de soudain retournement antisémite en Russie communiste ou ailleurs. La ressemblance avec les documents de Weishaupt est très forte dans les passages qui touchent à l'infiltration des départements publics, des professions et des partis, par exemple. Ouvrez les guillemets. Nous sommes la source d'une terreur s'étendant au loin. Nous avons à notre service des gens de toute opinion et de tous les partis, des hommes désireux de rétablir les monarchies, des socialistes, des communistes et des partisans de toutes sortes d'utopies. Nous les avons tous mis sous les harnais. Chacun à sa manière mine le reste du pouvoir et essaie de détruire les lois existantes. Par ce procédé, tous les gouvernements sont torturés. Ils hurlent pour réclamer le repos et pour l'amour de la paix, ils sont prêts à tous les sacrifices. Mais nous leur laisserons aucune paix jusqu'à ce qu'ils aient reconnu notre super gouvernement international et avec soumission. Les allusions à la pénétration des universités en particulier et de l'éducation en général provient aussi directement de Weishaupt ou de la source antérieure qu'elle fut, dont il les reçut. Nous transformerons les universités, les chefs et les professeurs des universités seront spécialement préparés aux moyens de programmes d'action perfectionnés et secrets, dont ils seront instruits et ne pourront s'écarter sans châtiment. Ils seront désignés avec soin et dépendront entièrement du gouvernement. Cette pénétration secrète des universités qui fut réussie chez les Allemands à l'époque de Weishaupt, comme le montrent ces documents, fut en très grande partie efficace durant notre génération. Les deux représentants gouvernementaux britanniques qui, après leur vol pour Moscou, paradaient devant la presse internationale en 1956 pour déclarer qu'ils avaient été capturés par le communisme dans leur université, étaient des produits typiques de cette méthode, décrite par les protocoles au début de ce siècle et par Weishaupt en 1787. Les documents de Weishaupt parlent de la franc-maçonnerie comme de la meilleure couverture à utiliser par les agents de la conspiration. Les protocoles attribuent la fonction de couverture au libéralisme. Lorsque nous eûmes injecté le poison du libéralisme dans l'organisation de l'État, sa complexion politique changea. Les États furent infectés d'une maladie mortelle, la décomposition du sang. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de leur agonie. Le terme rêveur utopique, utilisé plus d'une fois, s'applique aux libéraux, et sa source originale réside probablement dans l'allusion de l'Ancien Testament aux rêveurs de rêve et aux faux prophètes qui doivent être mis à mort. La fin du libéralisme donc serait apparent aux chercheurs même si les protocoles ne les spécifièrent pas. Nous déracinerons toute tendance libérale de chacune des institutions de propagande importantes dans notre gouvernement, institutions dont peut dépendre la formation de tous ceux qui seront nos sujets. Le régime Big Brothers de notre siècle sont prédits de manière très juste dans le passage. Ouvrez les guillemets. Notre gouvernement aura l'apparence d'une mission patriarcale dévolue à la personne de notre souverain. Le républicanisme aussi doit être une couverture pour la conspiration. Les protocoles sont particulièrement dédaigneux du républicanisme, en lequel et dans le libéralisme,
Ils voient l'arme d'autodestruction forgée à partir de la foule. L'institution d'une ère républicaine devint alors possible et nous remplaçâmes le souverain par sa caricature en la personne d'un président tiré par nous de la foule et choisi par nos créatures et nos esclaves. Puis les scribes inconnus de cette époque précédant 1905 décrivent la position à laquelle les présidents américains ont été réduits à notre siècle. Le passage commence par, ouvrez les guillemets, dans un avenir proche, nous rendrons les présidents responsables. Cela, comme la suite le montre, signifie responsabilité personnelle, par opposition à responsabilité restreinte par des contrôles constitutionnels. Le président doit devenir l'un des élus dictateurs prévus antérieurement, dont la fonction doit être de démolir les défenses constitutionnelles des États et se présenter ainsi à l'unification sous notre domination. Pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les présidents américains devinrent vraiment, de fait, des présidents dictateurs dans ce sens-là, prétendant que l'urgence et le besoin de la victoire dictaient cette saisie des pouvoirs, des responsabilités personnelles, pouvoirs qui seraient restitués au peuple quand l'urgence serait passée. Les lecteurs suffisamment âgés se rappelleront à quel point cela paraissait inconcevable avant que cela n'arrive, et de quelle manière passive cela fut ainsi accepté. Le passage continue ensuite. Ouvrez les guillemets, la Chambre des députés élira, protégera et masquera le président, mais nous retirons à cette Chambre son pouvoir d'introduire et de modifier les lois. Nous donnerons ce pouvoir au président responsable qui sera comme une marionnette entre nos mains. De plus, nous conférerons au président le pouvoir de proclamer l'état de guerre. Nous expliquerons cette prérogative par le fait que le président étant le chef de l'armée doit la tenir sous son autorité en cas de besoin. Il est clair que dans de telles conditions, la clé de la situation intérieure sera entre nos mains et nul autre que nous ne contrôlera la législation. Sous notre direction, le président interprétera les lois qui pourraient être comprises de plusieurs manières. De plus, il annulera les lois au cas où cela nous paraîtrait opportun. Il aura également le droit de proposer de nouvelles lois temporaires et même de modifications dans l'œuvre constitutionnelle du gouvernement, invoquant pour cela l'exigence de la prospérité du pays, comme en ce moment en France. De telles mesures nous permettront de retirer graduellement tous les droits et toutes les concessions que nous aurions pu être tout d'abord contraints d'accorder en nous arrangeant le pouvoir. Nous aurons été obligés de les introduire dans la constitution des gouvernements pour dissimuler l'abolition progressive de tous les droits constitutionnels. Lorsque l'heure viendra de substituer notre autocratie à tous les gouvernements existants. Cette prévision de 1905 ou d'avant mérite particulièrement le titre d'exactitude mortelle de Lord Sydenham. Les présidents américains dans les deux guerres de ce siècle agirent comme ils est montré ici. Ils prirent bien le droit de déclarer et de faire la guerre, et cela fut utilisé au moins une fois en Corée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toute tentative au Congrès ou à l'extérieur de les priver de ce pouvoir ou de les restreindre dans leur utilisation se heurte à une attaque violemment hostile. Les protocoles continuent ainsi. On n'accordera pas au peuple, dans leur progression, la désillusion en désillusion, un moment de répit. Tout pays qui ose s'opposer à nous trouvera la guerre, et toute opposition collective, la guerre universelle. On ne permettra pas au peuple de lutter par la sédition. Voilà la clé des attaques furieuses des années 1790 à 1920, et aujourd'hui, contre toutes les demandes d'investigation, la chasse aux sorcières, le macartisme, et ainsi de suite. Dans le super-État à venir, l'obligation incombera aux membres d'une famille de dénoncer les dissidents à l'intérieur du cercle familial, la dispense de l'Ancien Testament mentionné antérieurement, la destruction complète de la religion chrétienne et des autres religions ne sera pas retardée longtemps. Les peuples seront maintenus dans la distraction par des amusements insignifiants, des palais populaires, pour les empêcher de devenir gênants et de poser des questions. L'histoire sera réécrite pour les besoins de leur illusion. Un autre précepte accompli depuis en Russie communiste, car nous effacerons de la mémoire humaine le passé qui pourrait nous être défavorable, ne laissant subsister que les faits où s'affirment indubitablement les erreurs des gouvernements nationaux. Tous les rouages du mécanisme de l'État sont mus par une force qui est entre nos mains, à savoir l'or. Et à la fin de tout cela,
Il faut que nous arrangions les choses de façon qu'en dehors de nous, il n'y ait dans tous les pays qu'un immense prolétariat, quelques millionnaires dévoués à notre cause, des policiers et des soldats. La reconnaissance de notre despote partira du moment où le peuple, déchiré par les discordes et souffrances de la faillite de ses dirigeants, vociférera: déposez-les et donnez-nous un chef mondial qui puisse nous unir et détruire toutes les causes de dissension, c'est-à-dire les frontières, les nationalités, les religions, les dettes d'État, etc. Un chef qui puisse nous donner la paix et le repos que nous pouvons trouver sous le gouvernement de nos souverains et de nos représentants. Dans 2 ou 3 de ces passages, j'ai substitué peuple ou masse à goy, parce que l'utilisation de ce mot touche à l'affirmation infondée contenue dans le titre du livre. Je ne veux pas embrouiller les questions. La preuve de l'identité des auteurs de la conspiration doit être cherchée ailleurs que dans une allégation non prouvée. Les auteurs pouvaient être juifs, non juifs ou antisémites. C'est sans importance. Quand il fut publié, cet ouvrage était le manuscrit dactylographié d'un drame qui n'avait pas encore été joué. Aujourd'hui, cela fait 50 ans qu'il se déroule et son titre est le XXe siècle. Les personnes qui y sont dépeintes évoluent sur notre scène contemporaine, jouent les rôles prédits et génèrent les événements prévus. Seul reste le dénouement, fiasco ou accomplissement. C'est un plan grandiose et selon moi, il ne peut réussir. Mais il existe depuis au moins 180 ans et probablement depuis beaucoup plus longtemps, et les protocoles ont fourni une nouvelle preuve dans une suite de preuves qui s'est depuis grandement allongée. La conspiration pour la domination mondiale via un État esclave mondial existe et ne peut être, à cette étape, brusquement stoppée ou interrompue. Avec l'élan qu'elle a pris, elle doit maintenant continuer jusqu'à l'accomplissement ou l'échec. L'un ou l'autre sera destructeur pendant un temps et difficile pour ceux vivant à l'époque où se produira le dénouement.